Catherine Indiana Loubet sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage, aéronautique et marine. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget et je vais rencontrer une personne dont je ne vous livre pas encore le nom, en fait, pour avoir un témoignage peut-être un peu plus, plus intime sur son parcours aéronautique, et je l'ai intitulé « Entretien avec le président des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace ». Une question que je me posais quand j'ai lu votre biographie, en résumé, je sens quelqu'un de passionné par le métier que vous avez eu, les métiers, le parcours que vous avez eu. Vous avez toujours aimé l'aéronautique depuis votre enfance. Il y avait cet esprit de recherche, de l'industrie aussi. Ou est-ce que ça vous est venu en faisant vos études, tout simplement? Non, ça m'est venu tout petit. Tout petit, mon premier souvenir aéronautique, je pense que j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Et je m'en souviens encore, mon père était médecin militaire, il était en poste au Sahara à cette époque-là, donc un tout petit bled qui était au nord d'Insallah, et lui était toute l'année bien entendu, et nous, ma mère, mon frère et moi, on allait le rejoindre que l'hiver. L'été, il faisait trop chaud pour que les familles soient là-bas, parce que en plus les conditions étaient quand même assez primaires, on va dire. Pardon, mais où étiez-vous à ce moment-là? Quand vous dites le rejoindre, vous étiez... on était dans les Hautes-Alpes. Vous étiez donc en France? On était enfants dans les Hautes-Alpes, et on allait le rejoindre au Sahara. Ah oui, en effet. Pendant l'hiver, j'en reviens à ce premier souvenir aéronautique. Donc on traversait la Méditerranée dans un avion de transport à peu près normal, et puis après on prenait un Nord-Atlas pour faire une série de petits sauts de puce pour desservir les différents postes. Donc je me souviens encore de Nord-Atlas avec les passagers assis le long de la carlingue, une insonorisation totalement inexistante, mais bon, à l'époque j'avais des oreilles toutes jeunes, donc il n'y avait pas de problème. Et le souvenir qui m'a marqué, c'est l'équipage, comme j'étais le seul gamin parmi les passagers, l'équipage qui m'a fait monter dans le poste. Et je me souviens de cet environnement avec des dunes de sable très très lumineuses et puis ce poste bleu foncé à cause le tableau de bord bleu foncé, mais ce contraste entre le jaune éclatant et puis le poste de pilotage, c'est une image qui est restée imprégnée. Et j'ai toujours aimé l'aéronautique. Est-ce que ça a été le facteur déclenchant ou pas? Je sais que quand on était là-bas, mon père m'avait construit un petit hélicoptère qui volait pas, avec des bouts de caisse, mais j'avais pas une voiture, j'avais un petit hélicoptère. Donc ça a commencé vraiment tout petit. Et votre père? Mon père était médecin. Ah oui, médecin militaire. Militaire, mais pas de l'aéronautique. Médecin militaire, non, d'accord. C'est pour ça qu'il était en poste dans ces... C'est amusant qu'il vous ait construit un hélicoptère. C'était un signe. C'est un signe, voilà, c'est ça. Et donc, je suis parti dans cette filière-là. J'ai fait des études scientifiques parce que j'en avais un peu la facilité, on va dire. Je suis suffisamment bon en maths pour que ça se passe sans trop de mal. Oui. Il faut être doué en maths quand même pour les métiers que vous avez. C'est mieux d'avoir quelques prédispositions. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu la chance. On a pris la bonne décision. Parce que c'était juste après mai 68, à l'époque, donc mon père qui était rentré, il était dans un hôpital parisien, et en seconde, j'ai vécu mai 68. Je n'ai pas tout compris, mais c'est pas le sujet. En première, mon bon lycée parisien ne travaillait pas beaucoup, on va dire. Mon père m'a proposé, comme il était militaire, il avait accès au lycée militaire, éventuellement m'envoyer en internat là-bas, et il m'a demandé si j'étais d'accord, j'ai dit oui, et donc je suis parti faire terminale, maths sup, maths spé, dans un lycée militaire, à l'abri des bruits séculaires. Oui. Donc ça m'a permis de travailler efficacement. Et donc, je vais maintenant vous dire bonjour, parce que les auditeurs, là, nous avons commencé à brûle-pourpoint. Mais vous ne savez pas qui vient de vous décrire une partie de son parcours professionnel. D'abord, c'est encore étudiant. Et bien, c'est Monsieur Jean-Pierre Cornan. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Cornan.
Bonjour. Qui est le président de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace, qui se trouve au Bourget. Et c'est une association qui est bien connue déjà sur YouTube et qui est connue aussi par le musée et par beaucoup de passionnés de l'aviation, de l'aéronautique navale et de l'espace. Aujourd'hui, eh bien, nous faisons une émission plus particulièrement pour mettre en lumière ce que fait l'AMA, ses activités, son rayonnement par rapport au patrimoine aéronautique. Et puis aussi, si vous avez envie en tant que public de participer justement au rayonnement, je répète bien ce mot-là, de l'aéronautique et de l'espace, vous êtes les bienvenus parmi nous, parmi les membres de l'AMA, qui se situe au Bourget. Je reprends, monsieur Jean-Pierre Cornan, votre parcours. Donc vous étiez ingénieur aéronautique, c'est ce qu'on peut dire. Ensuite, oui. Public et privé. Alors d'abord public, oui. Puis privé, pour suivre, on va dire, une envie de faire des choses productives, vraiment de contribuer, pas seulement de contrôler, de faire, de superviser. J'ai passé donc un début de carrière à casser des avions, à faire des essais, donc à ce qu'était à l'époque le centre d'essai aéronautique de Toulouse. À Toulouse. D'accord. Après, je suis monté à Paris, comme on dit, chez les provinciaux, pour aller dans les échelons centraux du ministère des Armées, ce qui s'appelait à l'époque la délégation générale pour l'armement. Maintenant, ce n'est plus une délégation, ce n'est plus qu'une direction. Il y a une petite subtilité. C'est la DGA, c'est ça ? C'est toujours la DGA. C'est l'acronyme est toujours le même. Alors, c'est un objet un peu mystérieux qui, de temps en temps, est critiqué et qui, là, actuellement, est critiqué parce qu'elle ne va pas assez vite pour passer les commandes d'armement pour soutenir l'Ukraine. Je suis pas sûr que ça soit le vrai motif de la relative lenteur de fourniture de matériel à l'Ukraine, mais on va dire que la DGA est souvent un bouc émissaire facile parce qu'elle est l'intermédiaire entre le besoin des forces et l'industrie qui réalise les matériels. Son boulot, c'est vraiment de traduire en langage d'ingénieur, on va dire, un besoin militaire, de traduire ça au profit des industriels, de passer des contrats, de les faire exécuter et de vérifier que ce qui sort du contrat est bien conforme à ce qui a été commandé, avant de livrer ces matériels aux forces. Donc c'est un boulot d'intermédiaire à la fois à la descente et à la remontée, on va dire, et comme tout intermédiaire, dès que quelque chose ne se passe pas parfaitement bien, c'est obligatoirement de sa faute. On l'habille de cette responsabilité, mais c'est vraiment un organisme professionnel que j'ai quitté donc pour des raisons tout à fait personnelles, à peu près à mes carrières, mais pas du tout avec une vision négative de la DGA. Je n'ai pas quitté la DGA, je suis allé faire quelque chose d'autre qui me semblait positif. Je voulais être du côté des gens qui réalisent. J'ai quitté le côté étatique pour aller vers le côté industriel. Alors justement, oui, apparemment, je lisais aussi, vous avez fait des études sur des programmes industriels sur le Mirage F1 ? Alors quand j'étais côté DGA, je me suis occupé d'études, je me suis occupé de programmes. Les programmes, j'ai commencé effectivement avec les avions en service, donc en particulier le Mirage F1, transformer les Mirage F1 en F1 CT, donc le rééquipement avec un système de navigation et d'armement moderne de Mirage F1 qui étaient purement des avions de chasse au sens traditionnel du terme, de manière à prolonger leur durée de vie utile. D'accord. Donc c'était un petit bricolage qui consistait à remplacer les tripes, enfin la partie avionique du Mirage F1 avec l'avionique d'autres versions plus récentes du dit Mirage F1. Donc c'était une opération de rénovation, de prolongation qui était d'un très bon rapport qualité-prix et qui a beaucoup rendu service à l'armée de l'air. Et puis après, je me suis occupé d'autres programmes, en particulier du programme Rafale, dont j'ai eu la charge pendant 5 ans, à une période qui était absolument passionnante, puisque c'était la fin du développement initial et donc l'arrivée dans les forces. Donc j'ai pas vécu l'arrivée dans l'armée de l'air, mais j'ai vécu l'arrivée dans la marine nationale de cet avion, donc au tout début des années 2000, alors que la marine n'avait plus de chasse embarquée, puisqu'elle avait été obligée de débarquer ses Crusaders, qui étaient quand même vraiment au bout du rouleau. Elle n'avait plus que les super étendards, qui étaient des avions tout à fait excellents, mais pas des avions de chasse, des avions air-sol. Et donc,
c'est bien que pendant ce trou de 2 ans, la Marine nationale n'ait pas eu besoin de chasse embarquée, parce qu'elle n'en avait plus. C'est pour ça qu'on a mis en service un standard très partiel du Rafale, qui s'appelait le standard F1, qui était vraiment pour faire un avion de chasse. Le Rafale, à cette époque-là, n'était pas encore l'avion polyvalent, omnirôle, omnirôle, comme l'est matière d'assaut aviation, avion polyvalent qu'il est devenu après, avec le standard F2, puis etc. Là, on en est à préparer le standard F5. Donc, c'est une des marques on va dire des qualités de cet avion, qu'est son évolutivité, mais la version initiale avait une ambition beaucoup plus limitée, c'était boucher le trou pour la marine de la chasse embarquée. Et vous avez eu l'opportunité d'aller justement sur le porte-avions Charles de Gaulle et les voir? J'ai eu l'opportunité de voir quelques campagnes d'essai, pas sur les Foch et Clémenceau, mais sur le Charles de Gaulle. J'ai également eu la chance de voler sur Rafale. Le directeur de programme avait le privilège de voler sur Rafale, pas en tant que pilote, que je n'en avais pas les qualifications, mais c'est un investissement que l'on faisait auprès des directeurs de programme pour que, comme c'était souvent la tête de pont avec les gens de la direction internationale, mais sinon c'était la tête de pont pour aller parler à nos potentiels clients étrangers des qualités de l'avion. Oui. Et on est bien imprégné des qualités de l'avion quand on les a touchés directement. Et alors, qu'en avez-vous pensé de ce ou ces vols en Rafale? Ah bah c'est enthousiasmant, surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience de l'avion de combat. Le plus impressionnant, c'est ce qui se passe au décollage, puisque comme le siège est très incliné dans l'avion, on volait sur un avion relativement léger, et la combinaison poussée des moteurs, inclinaison du siège, avion léger, fait que on n'est pas tassé dans son siège, on remonte dans ses bretelles. On est tiré vers l'arrière et donc un peu vers le haut. Au début, ça fait bizarre. Oui, sûrement. Mais après, c'est un avion où même moi, donc n'étant que on va dire pilote d'avion léger, c'est un avion qui se pilote avec une facilité déconcertante. Je ne parle pas de l'utilisation du système d'armes pour lequel il faut être un pianiste pour maîtriser l'ensemble de la boutonique qu'il y a sur le manche et sur la manette des gaz. Donc c'est une expérience qui était vraiment extrêmement épanouissante. Oui. Les essais de vente à l'exportation dans la période où j'ai suivi ce programme n'ont pas été couronnés de succès, mais on s'est bien rattrapé après. Apparemment, oui. Mais c'était un peu trop tôt. La palette d'armement n'était pas développée, la conjoncture s'y prêtait pas tout à fait. Enfin bon, les ingrédients ou les planètes n'étaient pas encore bien alignées. Se sont beaucoup mieux alignés après, et cet avion connaît maintenant un succès tout à fait mérité. Oui. Et après, voilà, je suis allé faire du programme chez Airbus, parce que c'est bien beau d'avoir des Rafales, mais il faut aussi être capable de les ravitailler. Et oui. Et donc, je suis allé travailler, donc côté industrie cette fois-ci, sur le programme dit MRTT, un Multi-Role Transport Tanker, Tanker Transport comme on veut, avec la mission de remplacer à la fois les C-135, donc les ravitailleurs de la force de dissuasion, mis en place pour la force de dissuasion, puis qui après sont devenus les ravitailleurs pour la plupart des missions de l'armée de l'air, et aussi les avions de transport, qui à l'époque étaient des A310 et des A340, qui assuraient les transports à longue distance, les relèves des détachements français à l'étranger, etc. Donc avec le MRTT, on a, dans une même flotte, la capacité de faire les deux, de faire transport et ravitaillement. Et également dans de très bonnes conditions, bien meilleures qu'avec la génération d'avant, les missions d'évacuation sanitaire. Ah oui, aussi. Oui. Puisqu'on s'est installé dans cet avion, donc avec toute la place, le conditionnement, un environnement beaucoup plus civilisé que dans un C-135 des années 60, on sait mettre en place vraiment des systèmes des lits médicalisés. Transformer l'intérieur de l'avion. On équipe l'avion avec ce qui s'appelle des intensive care units, des systèmes de soins intensifs qui existent, qui sont à poste à Istres, qui peuvent être installés dans des avions en tant que de besoin. C'est les mêmes que ceux qui étaient installés avant dans les C-135, sauf que là on peut en mettre plus, et le corps médical qui opère ces équipements est dans des conditions beaucoup plus
à la fois efficace et confortable. Donc j'ai quitté maintenant le programme depuis un petit moment, mais tous les échos que j'en ai sont que l'armée de l'air est très très satisfaite de ce couteau suisse qui est à la fois fiable, efficace et justement polyvalent, puisqu'avec une flotte, ils arrivent à faire la palette des missions dont ils ont la charge, et ils ont même racheté des avions, parce que la cible initiale était de 12 et ils ont racheté 3 avions. J'allais vous demander justement combien d'avions y a-t-il oui, maintenant. Dans le contrat initial, on avait prévu 12 avions, parce qu'il y avait 11 ravitailleurs et 5 avions de transport. Et puis on s'est dit, avec une flotte unique, on va être plus efficace. Oui, on est plus efficace, mais le besoin n'a pas baissé, au contraire, et donc il a fallu compléter un peu cette flotte, puisque un avion, malheureusement, ne se coupe pas en deux, il est toujours à un seul endroit, à un seul moment. Ah oui. Ah, donc, et alors, la 400M également, vous avez travaillé... Alors la 400M, je n'ai pas travaillé directement sur la 400M, mais j'avais dans mes équipes les gens qui s'occupaient, côté industriel, d'aider l'armée de l'air à soutenir ces avions à Orléans. Et pareil, vous avez pu monter à bord de la 400M? J'ai pu monter à bord dans d'autres circonstances, mais ça n'a pas la même intensité qu'un vol en Rafale. Oh mais certainement. Il y a une petite différence, on va dire. Non, mais j'ai eu la chance, je pense que c'est une vraie chance, de contribuer d'un côté ou de l'autre, de contribuer à la mise en place d'équipements modernes majeurs pour l'armée de l'air et l'espace. Donc je pense que... C'est amusant, c'est que si on revient au tout début de notre entretien, parlant de la 400M par exemple, on imagine de nouveau le cockpit, comme vous disiez, cette lumière bleue là dans le cockpit, et puis bon là il n'y a peut-être pas le sable, je ne sais pas où vous êtes allé, mais il y a le ciel au moins, donc et on retrouve un avion de transport. Oui, c'est une façon de refermer la boucle. Oui, mais pas tout à fait, parce qu'en fait maintenant, aujourd'hui on va dire, vous avez pris une retraite. Oui. Sur le plan, on va dire, industrie, c'est un peu ça. Mais par contre, l'activité reste... la passion est restée intacte. Oui, donc l'intérêt pour l'aéronautique est toujours le même. Et ce à quoi j'allais dire, je travaille. Donc je ne travaille pas. Non. Ce dans quoi je m'épanouis actuellement, c'est le bon fonctionnement, le bon dynamisme de cette association et le partage de cet enthousiasme. On est dans l'amas, un peu plus de 400 membres. Certains sont distants, donc n'ont pas l'opportunité d'être actifs dans l'association, donc reçoivent nos nouvelles, reçoivent notre revue, etc. Mais ce qui est le plus motivant pour beaucoup de nos membres, c'est de participer à nos activités avec deux types principaux d'activités. Le premier type, ce sont des visites qu'on organise pour nos membres. Alors il est évident qu'on gravite autour du musée de l'air. Mais quand on s'intéresse à l'aéronautique en France, il n'y a pas que le musée de l'air. Il y a énormément de sites, d'installations, d'autres musées, de lieux de façon générale où un esprit qui aime l'aéronautique et qui est un tant soit peu curieux va trouver des choses intéressantes. Donc on utilise les relations qu'on a parmi nos membres de manière à organiser ce qu'on appelle des visites exclusives, c'est-à-dire la possibilité pour nos membres d'aller soit dans des lieux qui ne seraient pas accessibles autrement, qui ne sont pas accessibles au grand public, soit, même si ces lieux sont accessibles, d'avoir des conditions de visite qui sont particulières et qui sont encore plus enrichissantes que plus ciblées, on va dire, quand on y va tout seul dans son coin, qui sont à la fois plus ciblées, plus informatives, parce que on a en général on n'a pas la visite guidée standard entre guillemets, on a d'autres passionnés qui sont les locaux, les régionaux de l'étape, on va dire, qui nous racontent leur musée ou leur installation. On est allé voir je me souviens encore le musée des radars à Douvres-la-Délivrance sur les bords au bord de la Manche. On est allé visiter la soufflerie Eiffel, on est allé à l'Onera
récemment voir les anciennes souffleries de Chalais-Meudon, en particulier Essin-Chalet, qui est maintenant un monument historique, qui est plus utilisé comme moyen technique, mais qui garde à la fois une valeur de témoignage et puis vraiment une valeur historique sur la façon dont la France d'avant-guerre a travaillé pour faire croître son industrie aéronautique. Donc ça, c'est le BEA, pardon, je repense, vous avez aussi le bureau d'enquête. Nous sommes allés au BEA, alors là, c'est pas un grand voyage, parce qu'il y a 300 mètres à faire, le BEA est aussi installé sur le site du Bourget, mais c'est vraiment une richesse. Une diversité de visites. Et chaque fois qu'on offre une visite à nos membres, on est obligé de la recommencer 2 fois, 3 fois, enfin autant de fois que les gens qui nous reçoivent le veuillent bien, parce que c'est vraiment des visites qui sont très appréciées par nos membres, donc ceux qui peuvent. Et donc ça, c'est la première, on va dire, grande catégorie d'activités pour, je dirais, donner de la nourriture intellectuelle à nos membres. Et l'autre catégorie, c'est dans l'autre sens, c'est nous de participer à l'accompagnement de visites au musée de l'Air. Alors nous ne sommes pas des guides officiels, le musée a ses guides, mais comme toute organisation structurée, le musée organise des visites qui sont obligatoirement calibrées à heure fixe, avec un programme et une durée bien déterminée. C'est ce qu'attend le public en général, mais il y a aussi des besoins spécifiques qui sont beaucoup plus difficiles à assumer pour le musée quand vous avez des passionnés qui ont beaucoup plus de temps à consacrer à leur visite que, on va dire, le créneau standard. Quand vous avez des gens qui viennent au musée avec des centres d'intérêt bien spécifiques, là, ils ont besoin d'un accompagnement sur mesure. Donc, ce genre de mouton à 5 pattes, nous avons un certain nombre d'accompagnateurs au sein de l'association qui sont ravis je ne veux pas employer le mot prestation, c'est pas le mot qui est adéquat, mais qui sont ravis de partager avec les visiteurs leur connaissance et leur enthousiasme. Donc c'est aussi une forme d'activité que l'on cultive et qui est une source de satisfaction pour un certain nombre de membres de l'association. Oui, on entend beaucoup de bien, de toute façon, de ces accompagnements. C'est l'enthousiasme paye, entre guillemets, l'enthousiasme se voit. Oui. Et l'enthousiasme est bien reçu. On fait attention à former nos accompagnateurs, c'est-à-dire qu'on ne lâche pas un accompagnateur dans la nature, comme ça, tout de go, sous prétexte que, ça l'intéresse. Non, on s'astreint à les former. Ils suivent en double des visites accompagnées par certains de leurs camarades, jusqu'à ce qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour arriver. Pour être lâchés. Oui. Et au début, ils sont lâchés en double commande. C'est-à-dire que c'est eux qui font l'accompagnement, mais ils ont un tuteur qui reste avec eux pour éventuellement rattraper soit leur donner des conseils complémentaires, soit leur rattraper quelques maladresses, sachant que en général, les gens ont la connaissance. La question, c'est pas la connaissance. Ce que les gens n'ont pas forcément de façon spontanée, c'est la capacité à s'adresser à un public, à adapter son langage à son public, parce qu'on a vraiment de tout. On a des moutons à 5 pattes, et ça fait partie du plaisir et de l'enrichissement qu'on en tire. On accompagne des visites avec des publics très variés et des fois des demandes très, très particulières. On a fait une visite, on peut en parler, ça n'a rien de confidentiel. On a fait il y a quelque temps une visite au profit de la société Breguet, qui fait des montres, c'est bien connu, et qui à une époque a eu une activité aéronautique forte. Et à l'occasion du lancement d'une génération de montres, la maison Breguet avait invité certains de ses clients importants, certains de ses revendeurs, à un grand événement au Bourget, et nous avait demandé d'accompagner une visite qui était centrée sur les produits Breguet au musée de l'Air. Donc là, c'était vraiment un accompagnement taillé sur mesure. Alors évidemment, les gens qui ont fait cette visite se sont intéressés à tout le reste. Bien sûr, les gens n'ont pas des œillères, mais ça fait partie
des choses qu'on sait faire et qu'on fait avec un grand plaisir. Donc tous les gens qui veulent venir au musée de l'Air et qui veulent bénéficier d'un accompagnement, y compris sur des choses très spécifiques, sont les bienvenus. L'association les recevra toujours très bien. Oui, parce que le musée est tellement grand, il y a tellement à voir. C'est vrai qu'on ne peut pas, même comme vous dites, même si c'est une visite vraiment ciblée, on voit tellement de choses et on se dit, mais oui, mais ça, au fait, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, tiens, c'est historique, c'est... Le musée a des problèmes de riches. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, ce qui nous frustre le plus, c'est qu'on est obligé de faire une visite courte. Une visite courte, c'est 1h30, 2 heures. On a l'impression qu'on loupe ou qu'on est obligé de passer trop vite sur tellement de choses. Nous, l'expérience qu'on en a, c'est que si on veut faire une visite à peu près raisonnablement exhaustive, il faut y passer la journée. Et c'est pour ça que dans certaines émissions déjà que nous avons eues, on dit bien revenez au musée, parce qu'on peut pas, c'est comme au Louvre, on ne peut pas tout visiter en une seule fois. Et puis c'est là où on s'aperçoit, du développement industriel. Il y a toutes les facettes. Donc c'est un tout petit peu moins riche que le Louvre, quand même, pas en concurrence, c'est un tout petit peu plus loin du centre de Paris, mais vous avez raison, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps de comprendre. Il y a beaucoup d'évolutions en parallèle, qu'elles soient techniques, sociétales, ça s'inscrit dans un environnement général qui impose des contraintes ou qui tire l'aviation vers telle ou telle direction. Qu'elle soit civile ou militaire, il y a des vraies histoires et une compréhension du pourquoi qui est aussi quelque chose qu'on apporte, enfin qu'on essaye vraiment d'apporter. C'est pourquoi à tel moment ça va dans telle direction. Qu'est-ce qui tire l'aviation vers tel développement. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Enfin, il y a rarement des hasards. Au début, il y a l'envie de voler, mais après il y a des drivers, des comme on dit en bon français. Oui, voilà. Oui. L'AMA donc existe depuis 1952. Je revoyais ça. 51. Ah, moi j'ai vu 52. Fin 51. Allez, 50. Allez, on va dire allez. Voilà. Et il y avait entre guillemets une phrase, c'est « Elle aide au développement du musée de l'air et de l'espace et à son rayonnement ». En effet, c'est exactement ça. Oui, on est resté fidèle à... Alors les sujets ne sont pas du tout les mêmes qu'en 1951-52, au moment de la création de l'association. À l'époque, le grand challenge, c'était de trouver un lieu pour le musée. C'était vraiment une association qui s'est créée pour faire du lobbying, là aussi, pour continuer à parler un bon français, auprès des hautes autorités. D'ailleurs, il y avait des membres extrêmement éminents dans cette association, pour arriver à installer les collections du musée de l'Air dans un lieu digne de ce qu'étaient ces collections. Comme elles ont été constituées très tôt, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une richesse dans ce musée qui est absolument extraordinaire, en particulier sur les premiers temps de l'aviation. Ah oui. C'est vraiment l'un des musées, et je ne veux pas être chauvin, mais je crois que c'est le musée qui est le plus riche sur les débuts de l'aviation. Et le problème à cette époque-là, c'était que ces collections étaient entassées de façon plus ou moins facilement visible, plutôt moins que plus, dans un hangar à Chalais-Meudon, et que c'était vraiment pas digne. L'écran n'était pas digne des bijoux qui étaient dedans. Donc c'est pour ça qu'a été créé l'AMA. Et en fait, la situation n'a vraiment décanté vers une solution satisfaisante qu'au début des années 70, avec l'arrêt programmé de l'exploitation commerciale de l'aérogare du Bourget. Et Orly était plein, Orly n'avait pas pu absorber tout le trafic aérien, alors qu'à l'origine c'est ce qui était prévu, c'était que ce qui était au Bourget aille à Orly, et en fait le trafic a cru tellement que ça n'a jamais pu se faire, et ce n'est qu'avec la création de Roissy que les lignes qui étaient encore au Bourget ont quitté définitivement le Bourget. Donc, le Bourget, maintenant, il y a encore de l'aviation d'affaires, il y a encore de la maintenance, il y a évidemment le salon de l'aéronautique tous les 2 ans, mais il n'y a plus de ligne aérienne régulière, et c'est ça qui a, ce concours de circonstances finalement, qui a permis d'offrir cet écrin au musée de l'Air, et donc de satisfaire le besoin initial qui avait donné lieu à la création de l'AMA, mais on continue, l'ADN est toujours le même, et on continue à aider avec nos moyens au rayonnement du musée. Alors l'AMA,
Donc vous l'avez dit tout à l'heure, c'est environ 400 membres. Est-ce qu'il y a une particularité pour en faire partie? Est-ce qu'il y a un âge limite? Comme on dit souvent, 7 à 107 ans, pourquoi pas? On a, je crois, notre plus jeune adhérent à moins de 7 ans. Ah. Donc il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de conditions particulières d'âge, de sexe, alors surtout pas de sexe. Oui. Nous regrettons, mais sincèrement, que le taux de féminisation de l'AMA soit faible. C'est une image, on va dire, la population des métiers de l'aéronautique, probablement, mais c'est pas bien. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour augmenter la visibilité de l'association auprès des femmes, et nous invitons toutes celles qui sont intéressées, alors surtout à ne pas avoir d'état d'âme. Ce n'est pas un monde d'hommes, ce n'est pas une association d'hommes. Donc, écoutez, moi-même j'en fais partie, donc depuis quelques années. Oui, et c'est très bien, mais vous êtes l'une des rares. Mais nous sommes peu. C'est vrai, nous sommes vraiment absolument. très peu. C'est vrai, c'est curieux, alors que les femmes, beaucoup de femmes aiment l'aviation. Oui. Et on a eu, là, dans l'histoire de l'aviation, un certain nombre de pionnières, en même temps que les pionniers, et d'héroïnes, et ça rentre de plus en plus dans la vie courante. Quand on prend l'avion commercial, on a de plus en plus de femmes commandantes de bord, et c'est très bien. Mais sinon, pour revenir à votre question générique, il n'y a absolument aucune condition, aucun prérequis. Y compris de culture aéronautique pour venir à l'AMA. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Dès qu'on a envie, dès qu'on a la petite lumière au fond de l'œil, on est le bienvenu. Parce que c'est aussi une question de partage aussi entre les membres, de passion encore une fois. C'est ce qu'apprécient les gens. C'est soit de donner, soit de recevoir un peu plus, mais ensemble. Ils apprécient la collégialité de ce qu'on fait. Et l'AMA, c'est aussi une revue qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Pégase. Oui, qui est une revue qui en est à son numéro 192, qui paraît 4 fois par an, on va dire un trimestriel. Enfin, on cale ça sur les saisons, Pégase de printemps, Pégase d'été, etc. Le contenu n'est pas calibré de façon stricte. On s'intéresse vraiment à raconter des histoires pas forcément très connues de l'aéronautique, surtout françaises, mais pas que. Des histoires ancrées autour des machines, en général, qui sont exposées au musée, mais pas que. On a également des relations par certains de nos membres qui ont fait des visites de musées à l'étranger, pour donner un petit avant-goût et donner aux lecteurs l'envie d'aller voir ces musées, s'ils en ont l'opportunité. Donc on est assez éclectique de ce point de vue-là, et en général, les rédacteurs sont dans l'immense majorité des cas des membres de l'association. C'est une forme supplémentaire. C'est un travail aussi. De possibilités de coopération. C'est un travail pour le rédacteur en chef, de fusionner tout ça. Il y a aussi une missive, je crois. C'est-à-dire que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la missive de l'AMA, c'est-à-dire des informations que les membres ont. Alors, oui, la missive, c'est moins formel, on va dire. Pégase, c'est une revue, c'est du papier. Vraiment, c'est du papier. C'est quelque chose qu'on garde dans ses rayonnages. Et la missive, par contre, c'est l'outil d'information Internet. De ce qui se passe. C'est publié, c'est envoyé par mail, et c'est vraiment l'information sur ce qui se passe au musée, ce qui se passe dans l'association, les futures visites exclusives. C'est vraiment l'organe d'information qui est publié, tous les mois, et chaque fois qu'il y a un événement particulier, on n'hésite pas à publier une missive spéciale pour présenter l'événement, demander une participation. Quand l'AMA, par exemple, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais on va de temps en temps participer à des meetings dans la région parisienne, à Meaux, à Melun-Villaroche, et donc on y tient un stand pour faire connaître l'association, et on a besoin de gens pour tenir ces stands. Donc il y a une missive qui fait l'appel à participation à cette activité. Alors ça fait 2 ans que vous êtes président de cette belle association. Est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs, à part bien sûr bienvenue à tous, à tous les passionnés, on va dire. À tous et à toutes. Et à tous et à toutes, bien sûr, oui. Je pense que ça transparaît dans ce que je disais jusqu'à maintenant, et la façon dont je le disais, c'est vraiment une association de passionnés, et chacun apporte son vécu.
ce qu'il a, son angle de vue. Donc on a une diversité de vision, une diversité de caractère, une diversité de sensibilité qui font partie de la richesse de ce qu'on peut trouver à la main. Donc encore une fois, il n'y a aucun prérequis, aucun bagage nécessaire pour s'intéresser à l'aéronautique. Je pense que le petit gamin qui est dans son champ et qui lève les yeux pour regarder quelque chose qui passe dans le ciel, il n'a pas de bagage. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas le petit regard, la petite flamme dans le regard. C'est ça. Donc il faut je dis pas qu'il faut retrouver son âme d'enfant, mais pourquoi pas. Mais si, c'est vrai que parmi les membres, il y a aussi bien des pilotes, des ingénieurs, des personnes civiles, des personnes militaires, des personnes retraitées, des personnes... Et les personnes qui simplement, comme vous le dites, qui n'ont aucun passé aéronautique. Voilà, qui regardent le ciel, c'est beau, Oui, absolument. Et c'est une façon de prolonger cette expérience, et on trouve toujours des choses intéressantes. Ou des angles de vue qui correspondent à sa sensibilité. Ça nous fait grandir, toujours. 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 Merci. Monsieur Jean-Pierre Cornan. Merci à vous. Et à très bientôt, donc à l'AMA et au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Alors, si vous souhaitez contacter l'Association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace, l'AMA, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site AAMA Le Bourget, donc tout attaché, AAMALEBOURGET.fr. Et vous allez sur le site, vous aurez les téléphones, les formulaires, ainsi que les mails pour avoir toutes les informations. Nous vous remercions infiniment de votre écoute et personnellement, je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur YouTube en vol et sillage Catherine Indiana Loubet.